Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et le Vera Lifestyle ouvrira cette émission dans quelques minutes, puisque Vera recevra Marine Poli, qui est une experte en beauté. On vous dira évidemment tout. Delphine Vespizer nous propose ce soir du foot féminin. Elle en faisait très récemment à Vendenheim. Sabrina Keller et Priscilla Barando, directrice de la maison Saint-François d'Assise pour les apprentis d'Auteuil. On en parle dans quelques instants avec nos deux invités. Et en fin d'émission, nous recevrons le grand reporter. Il est alsacien, il s'appelle Thierry Suzan. Il nous présente ce nouvel opus absolument magnifique, Péninsula, chez National Geographic. Ça sera à suivre dans le sommaire de cette émission. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir, et au sommaire de ce JT, la neige a fait son retour sur les sommets vosgiens et avec elle les skieurs. La station du Markstein a ouvert ses pistes en avant-première ce matin. Ils ont 15 ans, mais débattent déjà autour des notions de droits de l'homme et de l'Europe. Des lycéens italiens et alsaciens se retrouvent à Strasbourg pendant 3 jours. Et puis, c'est un indémodable des tables alsaciennes, le service Annecy fait son retour en boutique à la faveur d'une réédition. Et on prend tout de suite la direction de Paris au 102e Congrès des maires. Absent l'an dernier, le président Emmanuel Macron s'est rendu hier soir à la rencontre des maires de France. Une opération de reconquête auprès des élus locaux après une première partie du quinquennat mouvementé. Suppression de la taxe d'habitation, gilets jaunes, grand débat. L'exécutif et les maires ont traversé de fortes turbulences. À 4 mois des municipales, le président de la République a donc tenté de renouer le lien. Avec plus ou moins de succès, Nora Bourioua a rencontré quelques-uns des maires alsaciens présents dans la salle. On a échangé entre les maires présents, maire barinois en l'occurrence. Ils sont restés un peu sur leur faim. On attendait davantage de précisions. Sur la fin, cela a été, mais c'était un exercice pas facile dans le climat qui existe actuellement entre le président de la République ou le gouvernement et les élus locaux. Il y a de la reconnaissance supplémentaire. On peut mieux faire. Sur le fond, je retiens qu'il a raison lorsqu'il parle de décentralisation, en disant qu'il faut que pour chaque décentralisation, il faut que les compétences soient entièrement décentralisées, c'est-à-dire avec les moyens financiers et les responsabilités aussi. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour le reste, je trouve qu'il était trop frileux par rapport aux demandes des communes et aux problématiques qui sont les nôtres. Aujourd'hui, il n'y a rien de concret. La réalité du terrain, elle est plutôt négative pour l'instant. On a quand même des gros soucis, nous, au niveau des communes. Et on attend vraiment que l'État nous aide de ce côté-là, quoi. Donc c'est essentiellement financièrement, je veux dire. Donc voilà, c'est là où on attend. Là, il en a parlé, taxe d'habitation, mais il n'a pas apporté de solution. Moi, je ne trouve pas beaucoup de nouveautés. Mais bon, après, bien entendu, ce qui est quand même intéressant, c'est le soutien qu'il montre aux maires. La prise de conscience, je pense, qui a eu lieu avec l'effet gilet jaune vis-à-vis des élus locaux, est quand même positive. Enfin, moi, je pense qu'on a un gouvernement qui attaque les sujets, même si je pense par ailleurs que souvent ils sont un peu décalés, beaucoup trop jacobins, et justement qu'il manquait un peu de proximité par rapport aux élus locaux. Je pense que le fait de s'appuyer sur les maires, ça peut être une bonne évolution. Ski farté, carré, affûté, et c'est parti pour la glisse. Les adeptes du ski ont pu se faire plaisir le temps d'une journée, au moins au Markstein. Les chutes de neige de la nuit de dimanche à lundi ont permis d'ouvrir 3 pistes de la station. Et il y en a qui trépignaient d'impatience ce matin. Marine Zis est allée à leur rencontre. Les pistes du Markstein ouvrent à 9h ce matin, mais certains ont de l'avance. Comme Elsa, arrivée parmi les premiers. J'ai hâte de skier, de retrouver la neige et puis... parce que j'aime bien m'amuser, je m'amuse et puis je fais ça pour le plaisir. À peine équipée, et la voilà déjà en train de dévaler la piste, presque seule au monde. Ça se passe bien, on reprend vite le rythme. Mais rapidement, d'autres adeptes la rejoignent. Une première descente sympathique, pour une remise en jambe, ça suffit largement. Bon, très bien, faut s'y remettre. C'est une première cette saison ? Ouais, première. Elle était attendue avec impatience ? Oui, on l'attendait.
Si pour certains, la reprise se fait tout chousse, pour d'autres, elle est un peu plus hésitante, voire même compliquée sur les remontées. Peu importe, il est question de profiter puisque ce n'est pas tous les ans que l'on peut skier dans les Vosges en novembre. Alors sur les 5 dernières années, c'est déjà arrivé 2 fois. Donc globalement, c'est pas totalement exceptionnel. C'est vrai que c'est tôt, mais on n'est pas dans le domaine de l'exception. Quelle que soit la période à laquelle on ouvre, il y a toujours de la course pendant les 2 jours précédant l'ouverture. Après, nos équipes ont été réactives, on était plus ou moins prêts déjà sur le domaine débutant. Il a simplement fallu qu'on dame, qu'on vérifie encore les équipements et puis feu pour aujourd'hui. Les températures devraient remonter dans les prochains jours. Alors, pour la prochaine session de glisse dans les Vosges, il faudra sûrement attendre les vacances de Noël. Vous avez peut-être dans vos armoires des assiettes, plats ou théières décorées de petits Alsaciens du pain 36. Bien que populaire, ce service a failli disparaître en 2016 après la liquidation de la manufacture Elchinger de Soufflenheim. Mais la production a repris en juillet dernier dans la faïencerie de Lunéville et Saint-Clément. Reportage Cécile Motz et Fanny Kuntz. On les trouve dans tous les vaisseliers alsaciens. Ces scènes de vie, ces décors naïfs, ces personnages juvéniles et insouciants, c'est cela le service de table Hansi. Créé en 1925, cette collection d'assiettes, plats, tasses, arborant les dessins de Jean-Jacques Valls, aurait pu disparaître avec un arrêt de la production il y a 3 ans. Mais depuis l'ouverture à Colmar du village Hansi et de son musée, la demande était récurrente. Il fallait refaire vivre ces faïences. L'enjeu déjà, c'est qu'on a clairement des clients, des consommateurs qui nous l'ont redemandé. Il faut savoir également que ça fait partie de l'histoire de Hansi, puisque ça fait partie vraiment de ce qu'il a fait le plus se connaître, on va dire, le plus diffuser. Il y a une part de conservation de notre culture, une part de conservation également de cette histoire, quelque part de l'histoire de l'Alsace. On a vraiment tout ça en fait qu'on a pu relancer grâce à ce service de table aussi. Ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la fraîcheur, on va dire, des couleurs, la fraîcheur de ces personnages également. Hansi a créé à cette époque qui était pourtant pas si souriante de l'Alsace. Et toute cette partie-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il est unique, on va dire, ce service, et il méritait vraiment d'être réédité. La marque Le Marché de l'Oncle Hansi, propriétaire du musée et des droits de l'œuvre de Hansi, s'est donc associée à une faïencerie pour rééditer ce service. Direction Saint-Clément en Lorraine. Depuis juillet, la manufacture de Lunéville redonne vie au personnage de Hansi. Chaque pièce arrive sous forme de terre avant de suivre un même parcours. Voilà. Moulées, les futures assiettes vont reposer avant de passer au four. Puis direction les ateliers et les petits Alsaciens entrent en scène. Donc c'est des petits chromos qui sont donc sous ces formes-là qui sont découpés. On les met donc dans un bain d'eau et après ils sont appliqués sur l'assiette. Le logo est placé au dos de l'assiette, puis le décor central et enfin les fleurs sur les rebords de la pièce. Et après une dernière touche, le produit est fini. Les assiettes, les terrines de foie gras et autres vaisselles sont désormais prêtes à rejoindre les boutiques. Ici, déjà 3000 pièces ont été réalisées. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'Alsace et la Lorraine réunies sur une assiette. C'est quand même formidable tout ça, maintenant qu'on est dans le Grand Est. La faïencerie de Lunéville-Saint-Clément est donc une des dernières faïenceries de France, si ce n'est pas déjà la dernière dans l'Est. Et donc, il y a un savoir-faire qu'il faut garder. Et grâce donc à une nouvelle collection, ça étoffe notre gamme de produits. La collection de l'artiste colmarien représente pour l'instant 10% du chiffre d'affaires de la faïencerie lorraine. Et partager un repas avec Hansi n'est pas chose réservée aux Alsaciens. Les décors naïfs de Jean-Jacques Valls se vendent également dans certains pays asiatiques. Ils plaisent notamment en Corée. C'est un marathon pas comme les autres qui se déroule en ce moment dans les classes du lycée des Pontonniers à Strasbourg. Pendant 3 jours, des élèves de seconde vont débattre avec des élèves italiens autour de problématiques liées aux droits de l'homme. L'enjeu, apprendre à échanger en anglais et trouver des solutions à des sujets actuels qui touchent les pays européens. Un reportage de Camille Roland. We are Giacomo Giombolini. I am Federica Atanasio. We are from Italy and we will be your mentors for these 3 days of hackathon for global rights.
Dans les classes du lycée international des Pontonniers, ce matin, la langue de Shakespeare est de rigueur. Pour la première fois, des jeunes Italiens sont venus à la rencontre d'élèves de l'établissement strasbourgeois pour s'essayer à un exercice complexe, débattre sur des sujets liés aux droits de l'homme. Après un bref rappel de la problématique, les élèves se sont répartis par groupe. Rapidement, les langues se sont déliées et les opinions confrontées. Classes or a class where we learned about civil rights. Yeah, maybe from now on to 2050, because now people are so close-minded. Nous cherchons des solutions à propos de la problématique de l'immigration. Nous imaginons que nous sommes en 2050. La situation économique est meilleure qu'actuellement, mais du point de vue de l'immigration, le problème reste le même. Quand on est en classe, on a l'impression que les autres y trouvent plus de solutions que soi-même. Et là, on peut vraiment se concentrer et travailler ensemble sans avoir quelqu'un qui nous aide à trouver les solutions. Et du coup, ça nous aide beaucoup pour se préparer de le monde d'après. Il s'agit de systèmes assez différents. L'Italie ne marche pas comme la France. Mais il y a aussi des points en commun. Pour l'instant, on a du mal à établir quel pays on va choisir, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont touchés de cette situation. Et puis aussi, devoir s'imaginer des nouvelles technologies, comment trouver une solution, ça va être, je pense, un peu compliqué, mais je pense qu'on va y réussir. Terrorisme, immigration ou encore droits des femmes, ces sujets actuels seront traités sous tous les angles 3 jours durant. 8 équipes de 8 élèves franco-italiens vont devoir partager leur point de vue, un moyen de mettre en lumière les similitudes et différences des 2 pays frontaliers. For students, it's important to be powerful, to be aware about these issues, and also have. Pour les étudiants, c'est important d'être impactant, d'être aussi conscient de ces problèmes. Le fait d'interagir avec des étudiants étrangers afin de résoudre ces problèmes est également motivant pour eux. Probablement que les étudiants italiens ont un point de vue différent sur le sujet par rapport aux Français, et ils ont vécu des situations différentes chacun dans leur pays, donc cela pourrait être vraiment intéressant de trouver une solution commune. Depuis 10 ans, le lycée des Pontonniers s'implique dans les simulations de réunions des Nations Unies. Les règles du jeu, les élèves se mettent dans la peau d'ambassadeurs pour débattre à l'échelle européenne. Et cette année, tout cela est pris très au sérieux puisque les lycéens devront présenter leurs solutions au Conseil de l'Europe ce vendredi. On cherche plusieurs qualités dans l'équipe qui gagnera. L'équipe qui, bien sûr, peut se présenter en anglais de façon convaincante, parce que ce n'est pas que des idées qui comptent, il faut pouvoir les vendre, mais les solutions, bien sûr, doivent être applicables dans le monde actuel. La grande thématique du hackathon, c'est Hack for Human Rights, donc le droit de l'homme. Je trouve ça tout naturel qu'on se retourne vers le Conseil de l'Europe qui travaille tous les jours pour les droits de l'homme et des femmes et des enfants. Et je pense que le fait d'être dans l'amphithéâtre et de parler avec les microphones et d'être bien habillé, c'est des ingrédients comme pour un gâteau qui va amener le projet à terme. Chaque équipe aura donc 3 minutes chrono pour convaincre l'Assemblée. Un défi de taille pour ces jeunes Européens peu habitués à débattre en public de ces thèmes qui les concernent pourtant tous. On termine ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Connaissez-vous la vexillologie ? Ce nom vient de vexillum, le nom de l'étendard dans les armées romaines, et c'est l'étude des drapeaux et pavillons. Et la Société française de vexillologie organise en ce moment un concours du plus beau drapeau de France. L'Alsace était aujourd'hui en demi-finale face à la Normandie et l'a emporté à midi pile 52-48. 5e victoire pour notre région, après avoir défait le Dauphiné, Saint-Barth, le Bourbonnais et la Gascogne. Même si certains critiquent le choix du drapeau retenu et auraient préféré le Rotundvis, c'est bien ce drapeau alsacien qui affrontera la Franche-Comté en finale. Voilà pour l'actu JT. Merci beaucoup Anna. On accueille le plateau du soir. Vera, venez nous rejoindre et son invitée Marine Poli. Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot, accompagnée de Priscilla Barondo, directrice de la Maison de l'Enfance. On va parler bien sûr des apprentis d'Auteuil. Installez-vous mesdames, tout cela c'est après la météo by Célia. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo, purificateur d'air écologique fabriqué en France. Bonjour
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce jeudi 21 novembre. Et le ciel ne sera pas totalement couvert en matinée. Comme vous le voyez, on apercevra beaucoup de soleil sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Attention toutefois au brouillard dès l'aube et plus particulièrement dans le col de Saverne tout au long de la matinée. Côté Mercure, on sort écharpe, bonnet et gants. C'est des températures négatives qui nous attendent en ce jeudi matin. Comptez moins 2 degrés du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, moins 1 degré pour Strasbourg et 0 degré sur l'ensemble du Haut-Rhin. L'après-midi, c'est un beau ciel globalement dégagé sur tout le territoire qui nous attend. Côté Mercure, 6 à 8 degrés en moyenne. Sur l'Alsace, plus on monte vers le nord et plus ce sera frais. On gagnera quelques degrés dans le sud du territoire et jusqu'à 9 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de vendredi, juste avant le week-end. Et c'est un temps calme et beaucoup moins humide qui nous attend avec des températures positives dès le matin jusqu'à 12 degrés dans le nord de la Suisse, 11 degrés au meilleur de la journée. Vendredi après-midi en Alsace, 10 à 11 degrés également dans la région du Bade-Wurtemberg avec un joli soleil, vous le voyez. Jeudi, nous serons donc le 21 novembre et ce sera la présentation de la Vierge Marie. Le soleil se lèvera à 7h45 pour se recoucher à 16h43 et vous le voyez, on ne perd plus que 2 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. Salut! Votre météo vous a été présenté par Blow. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et la présidente de Femmes de Foot, Sabrina Keller, est sur ce plateau. Comment allez-vous, Sabrina ? Ça va très bien, Lionel. Vous êtes venue accompagnée de Priscilla Barandeau, bienvenue. Ouais. Voilà, vous êtes la directrice de la maison Saint-François d'Assise. On va parler des apprentis d'Auteuil. Sabrina, avec Femmes de Foot, vous accompagnez justement avec l'association Les Apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette association ? J'ai découvert la Fondation d'Auteuil il y a quelques mois. On m'a sollicité. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Et puis un jour, j'ai appelé Priscilla, que je ne connaissais pas. Et j'ai visité la maison d'enfants Saint-François d'Assise à Königshofen, l'école aussi, Joie de Vivre. Et j'étais impressionnée par le travail qui est fait par les apprentis. Donc voilà, c'était évident de faire un partenariat cette année. Alors les Apprentis d'Auteuil existent, Priscilla, depuis 150 ans en France. C'est une fondation catholique reconnue d'utilité publique. Pour bien comprendre l'association, regardez. Un enfant sur 10 vit dans une famille pauvre. 80 000 jeunes quittent le système scolaire chaque année sans diplôme. 1 million est sans emploi. Apprentis d'Auteuil se bat pour que ces chiffres ne deviennent pas une fatalité. Né il y a 150 ans de l'indignation d'un homme face à la situation des enfants des rues à Paris, la Fondation se mobilise pour venir en aide aux jeunes fragilisés. Depuis, nous nous engageons à leur côté, nous refusons de baisser les bras. À Apprentis d'Auteuil, nous voyons le meilleur en chacun. Chaque année, nous aidons près de 30 000 jeunes et 6 000 familles à trouver leur place dans la société. Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation catholique reconnue d'utilité publique pour ses actions auprès des jeunes et des familles en difficulté. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et partagent notre confiance en l'avenir. Voilà, et Priscilla Barandeau est notre invitée, directrice de la maison Saint-François d'Assise. C'est quoi la vocation en fait de cette maison que vous dirigez ? C'est d'accueillir des enfants en difficulté, des enfants qui sont parfois en danger ? Absolument. On a des missions de protection de l'enfance. Donc, Apprentis d'Auteuil accueille, éduque, forme et insère en France et en Alsace particulièrement 700 jeunes. Et la maison d'enfants, sous le coup de la protection de l'enfance, met ces jeunes à l'abri quand la nécessité s'impose et travaille en lien avec le département et bien sûr les familles autour de le département ayant en charge la protection de l'enfance. Absolument. Le soutien à la parentalité de manière à maintenir, renforcer le lien quand c'est possible avec le parent et tout mettre en œuvre pour que la situation s'améliore. Ils arrivent chez vous, quand est-ce qu'ils deviennent des apprentis d'Auteuil ? Dès le démarrage, puisque nous accueillons à la maison Saint-François des enfants qui sont âgés entre 3 et 18 ans. D'accord, et donc des tout petits aussi. Des tout petits, et la question de l'apprentissage et des fratries. La question de l'apprentissage, on peut le penser du côté de l'insertion, mais finalement, dès tout petit, on travaille ce parcours de l'enfant pour un mieux-être. Et effectivement, Sabrina le dit à juste titre, elle l'a vu. On accueille parfois des enfants seuls, mais des fratries, avec le souci de ne pas séparer les frères et sœurs au moment du placement. Voilà, on sait que c'est l'idéal pour leur bien-être et leur éducation. Femmes de Foot soutient la 11e édition de la soirée de la réussite. C'est quoi la soirée de la réussite ? On va faire la teuf. Moi, j'ai l'impression, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des 2 pros du Racing qui vont y participer. Ah oui, il y a 2 pros du Racing qui participeront, Dimitri Liénard et Lebo Motiba, qui seront un peu les parrains de la soirée. Non, mais l'idée pour la 11e édition, l'apprenti d'Auteuil met à l'honneur les enfants
en leur remettant des diplômes. C'est super important en fait de les valoriser. Les petites réussites, les grandes réussites, encourager. Et puis les familles sont là. Donc il y a aussi l'œil bienveillant des éducateurs, les parents qui sont fiers. C'est un moment qui sera gravé dans la tête des enfants. Et puis voilà, on fait ça au Racing, au Salon des Trophées qui porte bien son nom. Et on va s'éclater. Mais c'est une soirée privée, Lionel, vous n'avez pas le droit de venir. Non, mais je n'en fais que l'écho. Alors vous avez posé en tout cas la vraie question. C'est quoi pour vous, quelle est votre réussite, un moment où vous avez été fier dans votre vie? Réponse. Moi, ce que j'aimerais plus tard, c'est réussir à être vétérinaire. Je voudrais bien faire le docteur. Mon défi, entre guillemets, c'est réussir à tenir ma relation avec ma copine. De vivre dans un monde un peu plus beau, de le rendre plus beau moi-même. Ils sont mignons quand même. Priscilla, c'est quoi qu'on leur inculque finalement chez vous? C'est la ténacité, c'est qu'il ne faut rien lâcher, il faut croire en soi. C'est quoi les valeurs en fait? C'est avant tout la confiance. Un être humain se construit, grandit au travers du regard de l'autre et il est fondamental pour nous à Auteuil de justement avoir un regard positif, d'espérance sur ses enfants et de tout mettre en œuvre finalement pour détecter le talent. Chacun a un talent, chacun est capable de faire quelque chose, même si on ne rentre pas dans le moule au moment où on devrait peut-être. Mais... Qu'est-ce qui fait que ça marche chez vous? Pourquoi ça marche? Ça fonctionne parce qu'on croit en l'avenir, en le meilleur et cette illustration de la soirée de la réussite. On fête là aujourd'hui les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pas rien. Auteuil s'engage, s'investit à travers ses actions quotidiennes. Et la soirée de la réussite permettre à un jeune de mettre en avant ses talents du plus petit au plus grand. Ça peut être faire ses lacets pour un tout petit, ça peut être obtenir un diplôme pour être pour un plus grand. Et c'est surtout... Parce qu'on n'a pas mis le passage, il y a un petit garçon qui disait « Je suis arrivé à reconstruire ma fusée que ma sœur m'avait cassée. » Voilà. Exactement. Et ça c'était... Et pour un enfant, c'est un moment de lui dire « Tu as le droit de rêver, crois en tes rêves et un jour, tu feras de tes rêves une réalité. Et en tout cas, avoir des objectifs et quelqu'un qui vous regarde avec un regard bienveillant et positif. » Et Sabrina l'a dit à juste titre, les parents ne voient plus les enfants de la même manière. Pour certains, c'est la première fois qu'ils reçoivent un diplôme. C'est une réussite, c'est incarné. Et ça, c'est fondamental pour que les enfants se construisent. Elle est passionnée et c'est ce qui m'a aussi déterminée parce que femme de foot, voilà. On est allé voir et c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Voilà, vous allez remettre des sous, puisque c'est un peu le nerf de la guerre aussi, dans l'association. Femme de foot remet un chèque Alors, Femme de foot organise ce gros événement qui coûte de l'argent aussi. Femme de foot s'investit grâce au calendrier de l'Avent. C'est le nouveau Père Noël du Racing de cette année, 2019. Il est mignon, on est toujours engagé avec le Secours populaire, puisqu'on va financer les oubliés des vacances. C'est très important aussi en début d'année que les enfants puissent raconter qu'ils ont passé au moins une journée de vacances. Et puis Clémenceau, et puis... Voilà, ce nouveau partenariat avec les apprentis d'Auteuil et j'en suis fière et heureuse. Eh bien, restez avec nous. Nous, on est très fiers aussi de ces belles initiatives. Restez avec nous. Ce que je propose de suite, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors ce soir sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Poli. Elle est experte en beauté et on va tout savoir sur comment préparer sa peau pour l'hiver. Bonsoir Marine. Bonsoir Vera. Bonsoir. Alors à tous, quels sont les soins du visage idéal, les plus efficaces? Alors en ce moment, on entend pas mal parler de l'hydrafacial. Du microneedling, de la radiofréquence et des HIFU. Oula. Ouais, c'est des noms un petit peu high-tech. Alors chacun de ces soins ont une indication différente et ils vont correspondre à des besoins différents chez la patiente, des cicatrices d'acné, de l'hydratation, voilà. Alors celui qui est vraiment à la mode en ce moment, c'est l'hydrafacial. Qu'est-ce que c'est? Alors l'hydrafacial, c'est un soin qui vient des États-Unis. Il se déroule en 4 étapes. Donc on a une première étape qui va nettoyer la peau et l'exfolier. Donc on va enlever la couche de cellules mortes. Après, on va passer à un léger peeling qui va permettre de faire ressortir les impuretés et elles vont être plus facilement aspirées du coup dans l'étape d'après. Donc la troisième étape, c'est justement d'aspirer les impuretés, de nettoyer la peau en profondeur. Après, on finit par l'application d'antioxydants, d'acide hyaluronique et de peptides, qui sont une combinaison d'actifs qui vont hydrater la peau en profondeur et la forcer à se régénérer. Voilà, et après, on finit par des petites LED pour calmer l'irritation parce que les peptides, c'est quoi les peptides ? Les peptides, c'est une chaîne d'acides aminés, c'est des composantes des protéines.
Et en fait, elles envoient un message aux cellules. Par exemple, il y a des peptides spéciales neurotransmetteurs, donc elles vont imiter en fait les neurotransmetteurs, par exemple, pour imiter un petit peu l'effet Botox. Voilà, elles ont plusieurs rôles, ça dépend. Il y a plein de types de peptides. Voilà. Alors vous dites pour soulager la peau, est-ce que ça fait mal ce soin? Alors non, le soin ne fait pas mal. Par contre, les peptides peuvent picoter un petit peu. Des petits tiraillements. Ouais, voilà, il y a des petits tiraillements, des petites rougeurs, et donc du coup, le fait de passer les LED à la fin va avoir un effet apaisant, voilà. Et qu'est-ce que ça, c'est quoi la différence par rapport à un peeling classique finalement? Alors le peeling, la différence c'est que l'hydrafacial c'est vraiment un soin complet. Le peeling, lui, il va juste se charger d'exfolier en fait la peau en profondeur. Ça va juste donner un coup d'éclat. Je parle pour les peelings superficiels. Il va pas du tout nettoyer et encore moins aspirer les impuretés. Et ça coûte combien? Alors le soin, le soin classique qui convient au plus grand nombre de personnes, il coûte 180 €. Et après, il y a des soins un petit peu plus spécifiques, par exemple avec des boosters pour les taches, les ridules ou les problèmes un petit peu plus importants d'acné. Alors c'est un soin vraiment complet. On va se dire combien de fois est-ce qu'il faut le faire pour que ça soit efficace? Chaque semaine. Ça va représenter un budget. Est-ce qu'on le fait à des périodes précises dans l'année? Alors l'avantage du soin hydrafacial, c'est que c'est vraiment un soin à la carte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire une fois, comme ça on va avoir un super effet sur la peau, on va avoir la peau hydratée, etc. On peut le faire chaque mois pour garder une peau nette toute l'année. On peut le faire... par exemple, avant un événement. Ah bah non. Lundi soir. Là, Mais c'est surtout le corps ou c'est que le visage? Non, c'est que le visage. D'accord. On peut le faire sur d'autres parties du corps, mais c'est principalement le visage parce que c'est la zone qui en a le plus besoin et qui est tout le temps exposée en fait. Et donc c'est intéressant justement de le faire au changement de saison. Parce que c'est là où la peau souffre le plus en fait. Donc voilà, c'est parfait, c'est pile maintenant. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur Marine Poly Kiné. L'hydrafacial. Une autre actualité, Vera. Alors Lionel, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt Noël. Hein. Bien sûr. Il y a les illuminations, tout ça. Et Noël, ce n'est pas que acheter des cadeaux, faire du shopping, faire un sapin, manger des bredel, tout ça. Hein, c'est normal. Mais c'est aussi et surtout un moment d'échange. Le Secours catholique a créé un calendrier illustré par Soledad qui sensibilise de manière originale les enfants et aussi les adultes à la solidarité. Donc pas de chocolat, mais en ouvrant les fenêtres, on ouvre aussi notre cœur. Ça coûte 8 € et 100% des recettes seront consacrées à des actions en France et dans le monde. Et il est super mignon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il est Priscilla. très beau, Voilà, très beau. avec les petits cœurs comme ça. On termine là-bas à propos de cœur, avec votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est en fait une joaillerie qu'on suit depuis ses débuts ici à Alsace-Vin. Ça s'appelle Flore et Zéphyr. Il s'agit donc de leur dernière collection qui s'appelle L'Attrape-Cœur, inspirée des grandes figures féminines de la littérature. Regardez un extrait. You wanna test the waters now that you broke the ice. You made me slip and I wounded all my pride. Oh, my pride. Say it's me you found. Finally say you love me now. Voilà, c'est Flore et Zéphyr. Si vous ne connaissez pas encore, allez découvrir. Voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez sur le veralifestyle.com. Vous les retrouvez aussi sur l'Instagram de Vera. Toutes les infos sont affichées. Merci beaucoup, Marine. On va prendre soin maintenant de notre visage. Je ne sais pas si lui, avec tous les voyages qu'il a fait, a pris soin de son visage. C'est un grand reporter qui s'appelle Thierry Suzan, qui est un Alsacien qu'on va retrouver dans 2 petites minutes. Il est l'auteur de Péninsula, qui est un livre absolument magique et magnifique. Sachez que l'ouvrage pèse 4 kilos. Et ce garçon, Thierry Suzan, c'est lui qui avait emballé comme Christo à la grande époque la grande verrière de la gare de Strasbourg. On le retrouve juste après ça.
Et notre invité ne fait que parler pendant la pub. Vous allez parler maintenant de Thierry Suzan qui nous a ramené ce livre absolument magique. C'est 4 kilos de photos. Vous allez nous en parler dans un petit instant. Thierry Suzan est alsacien, grand reporter. Vous avez travaillé pour National Geographic, pour Le Figaro Magazine, pour Thalassa, pour l'excellente émission Faut pas rêver. Et vous avez été en 1998 lauréat du prix France Culture. On va parler de ce livre dans un instant, mais pour les Alsaciens qui sont passés à une époque devant la gare de Strasbourg, ils avaient ces images, regardez-les. C'était la plus grande fresque, on pourrait dire, à l'époque, 1200 mètres carrés dans le cadre de la COP 21. Et vous aviez, qu'est-ce qu'on peut dire, complètement redessiné à l'époque par une photo cette gare. Ah oui, en fait, c'était une première d'abord à Strasbourg, et surtout c'était la plus grande photo du monde. Mais ça devenait une véritable œuvre en soi. Mais surtout, elle se voulait populaire. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet. C'est presque dommage que la ville de Strasbourg l'ait enlevée. Je trouve que ça donne un cachet. Ah oui, je le regrette. Hein. Il faudra en parler avec qui de... Voilà, un ouvrage exceptionnel, c'est Peninsula, sur la péninsule antarctique. C'est vraiment, on va le mettre comme ça, c'est vraiment un univers saisissant, c'est un continent blanc. C'est quoi ce qu'on ressent la première fois qu'on arrive dans cette péninsule blanche ? On a l'impression réellement qu'on quitte la Terre. On a l'impression d'entrer dans l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que moi, le texte d'introduction s'appelle La Porte du Temps, parce qu'on franchit vraiment un passage. C'est un passage vers un monde imaginaire, vers un monde féerique, vers un monde réellement inimaginable. Et je le dis souvent, il est inimaginable parce qu'on ne peut pas l'imaginer. On n'a pas de référent, on n'a pas de choses qui peuvent nous... C'est unique. C'est totalement unique, et c'est quelque chose qu'on doit réellement vivre pour comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est réellement... Les lumières, tout est différent. C'est l'endroit le plus sauvage du monde, c'est absolument prenant, et c'est même quelque chose de choquant. Alors dans le choix des images, on va voir cette Antarctique magnifique, mais je dois dire que vous êtes un peu verni. Il y a des photos quand même, il faut vraiment être là à la fraction de seconde. Regardez ce qu'on a sélectionné, ça fait partie de cet univers et du livre, des photos avec des animaux. Au moment où l'animal sort, comme celui-ci, vous avez combien de temps pour appuyer sur le déclencheur ? Moins de moins. Ouais. C'est-à-dire que idem pour l'orque. Oui, non, mais en fait, c'est-à-dire, oui, moi, je suis un photographe qui aime prendre l'instant, et en fait, c'est ce qui est beau avec le monde sauvage, c'est qu'on peut pas prévoir. Il faut être un peu naturaliste. On peut imaginer les choses, on peut les attendre, les espérer. Là, vous êtes à quelle distance là ? Là, je suis sur un zodiaque. On tourne autour d'un iceberg avec les phoques qui sont là, et on est vraiment. Là, je dois être à 10 mètres, moins de 10 mètres. Alors là, c'est des photos vraiment prises sur le vif. Est-ce que ça s'apparente à de la chance finalement quand on a un cliché comme ça ? La chance, c'est un des paramètres qui fait une grande photo. Une grande photo, c'est une conjonction de plusieurs paramètres. Il y a les lumières, les perspectives, il y a le talent peut-être du photographe aussi un petit peu, et un peu de chance. Tout ça, et surtout, la grande photo, pour moi, c'est celle qu'on est incapable de refaire. Même moi qui a fait la photo, je suis incapable. C'est ça une grande photo. C'est un moment, c'est une conjonction de plein de choses qui font que voilà, c'est presque quelque chose d'invisible. On touche à quelque chose presque de métaphysique, et c'est ça pour moi la magie finalement. Qu'on retrouve dans une photo. Alors regardez, si ça, c'est pas des grandes photos, c'est absolument exceptionnel. Parmi ces photos, on va en dérouler quelques-unes. Regardez-les, Thierry. Est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre sur lequel vous avez envie de vous attarder ? Ou peut-être toutes, j'imagine. Moi, elle me parle toutes, évidemment, mais c'est vrai que ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'était de présenter l'Antarctique, ce continent, le dernier continent découvert par l'homme, autrement que d'une façon monochrome. C'est-à-dire montrer qu'il y a de la couleur, qu'il y a de la diversité, qu'il y a des choses absolument étonnantes, et que c'est très vivant. C'est ce que j'ai voulu faire, mais aussi à travers les textes, parce qu'il y a aussi de l'écriture dans ce livre-là. Alors c'est la première fois que National Geographic, excusez du peu, fait une monographie. Je ne savais pas ce qu'était qu'une monographie. Explication. Une monographie, c'est une étude, du moins c'est un livre sur une thématique précise. En l'occurrence, là, c'est l'Antarctique. Et c'est vrai que c'est moi qui ai réalisé les photos et les textes, qui ne s'est jamais fait auparavant. À l'instar de votre livre il y a 2-3 ans, où il y avait aussi bien l'Afrique que l'Arctique. Oui, c'est ça. Là, c'était mon
monde entier, puisque c'était la beauté sur le monde que j'avais présenté chez vous. Là, il y avait 50 pays présentés, donc ça, on était vraiment dans un voyage qui se voulait plus transversal. Là, réellement, là, j'ai choisi par le biais de la péninsule, c'était de présenter justement ce dernier territoire. Et je voudrais, parce que c'est quand même important, c'est ce que j'essaie de montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate au regard des problématiques qui sont liées à l'environnement. Il y a beaucoup de gens, je le répète souvent, mais aujourd'hui, on entend des gens qui vous annoncent la fin de l'humanité, la fin du monde, une apocalypse qui va nous tomber dessus. Et moi, je crois absolument pas à tout ça. Je crois au contraire, il faut, et c'est ce que j'essaie de défendre dans ce livre-là, c'est-à-dire de défendre le dernier territoire qui est pour nous vécu, ou en tout cas imaginé comme un monde féerique. C'est un espace de rêve, l'Antarctique. On est d'accord que ça veut dire que la pollution n'arrive pas là-bas, ou en tout cas elle ne détruira pas ces richesses du monde? Non, bien sûr qu'il y a de la pollution aujourd'hui, il y a de la pollution plastique dans les océans, il y a la question du réchauffement climatique. Tout ça, ce sont des choses évidemment qu'on constate, tout ça c'est rationalisé, c'est chiffré, etc. Mais le danger, et je le dis, et je l'essaye de l'expliquer dans ce livre, c'est que le grand danger aujourd'hui en Antarctique, c'est la banalisation. C'est la banalisation qu'on en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une prolifération de bases scientifiques et beaucoup de pays aujourd'hui veulent avoir leur petite base en Antarctique. Et il est simple aujourd'hui d'avoir une base en Antarctique. Il suffit simplement de signer le traité de l'Antarctique, de démilitariser. C'est les photos qui sont dedans? Non, oui. On a quelques photos d'habitation. Alors c'est très curieux de voir ces photos-là qui sont évidemment magnifiques. Ça, c'est quoi? Ce sont des bases? Oui, il y a des anciennes bases comme celle-là qui est totalement désaffectée. La base d'avant, c'est une base chilienne qui est aujourd'hui en activité. Des bases aujourd'hui, du fait du progrès, c'est étonnant. On dirait une raffinerie de pétrole. Non, ça par contre, ça c'est à l'île de la Déception, c'était les anciennes stations balinéaires. Là, on a beaucoup souffert, les hommes ont beaucoup souffert, les animaux ont beaucoup souffert. C'était à l'époque où autrefois, il y avait des grandes campagnes de chasse à la baleine pour éclairer en huile de baleine les métropoles européennes et américaines. Est-ce qu'une photo peut changer le monde d'après vous, éveiller les consciences écologiques par exemple? Moi, je ne pense pas qu'une photo puisse changer le monde. Par contre, éveiller les consciences, je pense que on l'a déjà, je le dis souvent, mais c'est vrai, on a tous une conscience écologique. Donc, l'éveiller, chacun a sa grille de lecture. Voilà, moi, par contre, je pense je crois à l'émotion. Moi, je crois au rêve, et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Il faut aller plus loin que justement que la prise de conscience. La prise de conscience, on l'a toute faite. Voilà, moi, je crois qu'il faut aller au-delà. Et au-delà, c'est quoi? C'est de rêver le monde. Tout à l'heure, Priscilla nous explique la confiance qu'elle portait sur les enfants, la confiance en l'avenir. Et moi, je crois tout à fait, la confiance en fait au rêve, la confiance en soi. Et il faut accepter l'échec, il faut accepter de circuler dans les méandres de la vie. Mais au bout, il faut croire en soi et c'est important. Et ça, c'est aussi un livre sur la confiance et sur la beauté du monde. Et c'est important de le défendre aujourd'hui. Voilà, c'est un livre magnifique. Alors ça, c'est une œuvre d'art. Hein. Il va être un tout petit peu plus petit à partir de demain déjà. À partir d'aujourd'hui. Dans toutes les bonnes librairies. Thierry Suzan. Dans tous les bons kiosques. Exactement. On était évidemment ravis de vous accueillir. J'ai plus de temps, Sabrina et Priscilla. Je rappelle que c'est une belle cause, évidemment, que vous défendez, cette maison qui accueille des enfants pour les apprentis d'Auteuil. On repart, merci en tout cas à vous tous. On repart dans l'actualité avec Delphine Vespizer. Je vous retrouve juste après pour le magazine de l'Europe. Salut Pinanter et bienvenue à Vendenheim. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, on va parler de sa passion. C'est quoi ta passion, Laura? Le football. Le football féminin. Oui. Qui est tout à fait représenté et très bien représenté parce qu'ici, on est au FC Vendenheim en Ligue 2. Exactement. Ligue 2, ça veut dire c'est très bien. Deuxième niveau national de France. Ok. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver en Ligue 2? Ça fait combien de temps que tu fais du foot? Alors, ça fait 20 ans. J'ai 26 ans. Et donc j'ai commencé avec les garçons dans mon village et la passion ça prend le dessus et j'ai atterri à 13 ans dans un club féminin parce que j'avais plus le droit de jouer avec les garçons. D'accord, comment ça se fait après qu'au bout d'un moment, à partir d'un certain âge tu peux plus jouer avec les garçons, c'est comme ça. Du coup je suis arrivée ici et ma passion ça a continué, le travail, les études
Me voilà en Ligue 2. Du coup, comment est-ce que ça se passe quand on est une petite fille et qu'on joue avec des garçons? Est-ce qu'il faut plus jouer des coudes? Est-ce que c'est plus difficile? C'est plus facile? Pour moi, c'était plus facile. J'étais dans mon club de village, la seule fille, j'avais mon vestiaire, j'étais la chouchou, je tirais les pénaltys, j'étais capitaine, donc pour moi, c'était plus un peu princesse. C'est trop cool. Et du coup, alors quand t'es arrivée chez les filles, comment ça s'est passé? Au début, c'était un peu compliqué parce que forcément, t'es plus la chouchou, il y a d'autres filles. Mais après, tu te fais des copines et tout va bien. Ok. Est-ce que dans le milieu féminin, même au foot, est-ce qu'il y a ces petits crêpages de chignon parce que uniquement entre filles ou le côté sportif et un peu rude permet de lisser tout ça? Il y a toujours des petits accrochages parce que c'est une équipe. Mais non, ça n'a rien à voir avec filles ou garçons. D'accord. Tu as combien d'entraînements par semaine? J'ai entraînement 3 fois par semaine, des fois 4. Ah ouais? Et un week-end sur 2, on part en déplacement. Et l'autre week-end, on est ici le dimanche. Donc le foot, c'est une vie, quoi. C'est une vie. Bon, alors si je veux essayer de me mettre au niveau, il faut que je commence à m'entraîner maintenant. Là. Ouais, on va y aller. Allez, c'est parti. On y va en courant? Ah bah oui, bah oui. Ah bah. C'est ici? C'est ici. Allez, c'est parti. Ah bah non, ah bah non, 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 non. Ah non. Bon alors ce soir j'ai beaucoup de chance parce que je vais faire mes premiers jeux de balle, c'est comme ça qu'on dit? Première passe, mais ouais. Bon, mes premières passes avec le coach Nicolas, l'entraîneur du FC Vendenheim féminin. Comment est-ce qu'on commence concrètement? C'est de côté, hein, non? C'est plutôt de côté avec l'intérieur du pied. Ouais. Ah ouais, avec l'intérieur du pied. Comment est-ce que ça t'est venu, toi, de devenir entraîneur pour les filles? Entraîneur parce que j'avais choisi d'arrêter de jouer. Ouais. Et pour les filles parce que j'ai eu l'occasion d'être adjoint d'une connaissance à un bon niveau. Donc c'était avec des filles et ça m'a plu donc j'ai continué. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence d'entraîner des garçons ou des filles ou pas du tout? Il y a beaucoup de différences. Mais c'est pas forcément dans le mieux ou le moins bien, c'est simplement différent. On parle pas forcément à une équipe de garçons comme à une équipe de filles. On motive pas les filles de la même manière que les garçons? Pas du tout. Chez les garçons, c'est un peu plus guerrier. Et chez les filles? Chez les filles, on peut mettre un peu de sens et un peu de. Faut être plus doux. Un peu plus de réflexion. Ouais. Plus de réflexion. Ah ouais. D'accord. Ok, ça marche. À présent, je suis avec Laurine. Alors Laurine, toi, ça fait très très longtemps que tu fais du foot. Ouais. Tu fais du foot comme ci, comme ça. Mais tu as commencé en club tard, à 15 ans. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans le milieu du foot. C'est tard de commencer en club à 15 ans? Oui. C'est tard parce que on n'apprend pas les bases, on ne fait pas tout comme les autres. D'accord. Donc ouais, c'est tard. J'ai entendu que la kiné, elle était vachement bien ici. Là. Ouais, elle est super. Elle s'appelle comment? Céline, enfin on l'appelle tous Captain. Captain. J'allais faire un tour chez Captain après. Bon, du coup, je te laisse entraîner. Moi, je fais comme le coach, je supervise. Ah, c'est venu bien. Ah ouais, c'est pas mal. Bah oui, on en profite. Laura, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion et merci à toutes les filles et à tous aussi. Et nous, on se dit Morgenskut et à bientôt. FCV ensemble. Je vous accompagne, pardon. Là, t'as vu que j'ai fait un petit effet, là, tu l'as senti, là, non? Et place à présent au cœur de l'Europe, notre magazine consacré à l'Europe en partenariat avec Baden TV. Cette émission est rediffusée toutes les heures en replay dès demain. Et demain, 19h, vous retrouverez Mathieu Chanvillard. Bonne soirée, salut. Les trottinettes électriques font débat en Allemagne depuis l'entrée en vigueur le 6 juin 2019 d'une ordonnance de la circulation des véhicules électriques en Allemagne. En septembre, des trottinettes de location de la société Foy ont été lancées à Karlsruhe, mais cela ne plaît pas beaucoup aux étudiants du KIT, l'Institut de technologie. Leurs revendications ont été déposées auprès de l'université et de la ville de Karlsruhe. Die Studierendenschaft fordert vom KIT,
Les étudiants demandent à l'université d'interdire l'accès aux trottinettes électriques de location sur le campus. Et à la ville, il est demandé, en fonction de ses possibilités légales, d'en limiter l'utilisation. Il existe un contrat avec le fournisseur actuel Foy. Nous souhaitons que celui-ci soit résilié et qu'aucun nouveau contrat ne soit conclu avec d'autres prestataires. Avec 16 votes pour, 3 abstentions et 1 vote contre, le Parlement étudiant a tranché. Mais qu'est-il donc reproché à ce nouveau moyen de transport ? Dans une publication de l'agence de location, tout sonne pourtant comme une parfaite transition pour la circulation urbaine. Les fournisseurs de trottinettes électriques, de vélos ou les sociétés de location de vélos, nous voulons tous la même chose, proposer une alternative à l'automobile, que davantage de personnes délaissent les clés de leur voiture au profit de moyens de transport électriques plus durables. Ces trottinettes électriques de location n'ont rien de durable. Elles ne permettent pas de limiter l'utilisation de la voiture ou de la moto, mais elles empêchent l'utilisation d'autres moyens plus écologiques, comme le vélo, la marche ou les transports en commun. Se rajoutent à cela plusieurs critiques envers les fournisseurs, comme l'emploi précaire de jeunes ramasseurs de trottinettes qui remettent ces petits moyens de transport en charge après utilisation, mais aussi les problèmes de sécurité que peuvent poser l'utilisation de ces trottinettes sur la voie publique. En réponse à ces critiques, le fournisseur Foy répond « La critique du Parlement étudiant de Karlsruhe est très importante pour nous. La durabilité étant notre priorité, nous avons prévu à partir de 2020 de travailler complètement neutre en carbone. L'intérêt de tous ceux qui travaillent pour nous est une autre de nos priorités. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à veiller à ce que nos employés et partenaires soient correctement payés et assurés correctement. En Allemagne, contrairement à d'autres entreprises, la logistique de la location de trottinettes électriques n'est pas sous-traitée à des particuliers. Inciter les propriétaires de chiens à investir plus de temps dans le dressage de leurs fidèles compagnons, c'est l'objectif du permis chien. La ville de Karlsruhe souhaite développer la pratique grâce à une subvention de 200 €, une avancée significative pour le formateur Jörg Winter qui espère que davantage de propriétaires de chiens sauteront ce pas. Mais le passage de cette licence demande du temps. Le passage de ce permis ne veut pas dire venir de temps à autre et travailler 2 heures par-ci, par-là. Les gens doivent se préparer à suivre une formation de 10 à 12 semaines tout de même. Ils doivent posséder un chien qui soit déjà docile et à l'écoute de son maître, qui comprend certains signaux et qui marche tranquillement à la laisse. Ce sont des choses qui doivent déjà être acquises avant de venir ici. Un examen où le maître doit pouvoir montrer qu'il sait s'y prendre avec son ami à 4 pattes. Pour l'office vétérinaire de Karlsruhe, cette licence serait une bonne base pour un bon dressage. Des chiens non dressés sont toujours source de conflits et de complications avec les cyclistes, les piétons, les enfants. Selon la loi sur la protection des animaux, très peu d'experts et de connaissances sont disponibles. Même si tous les détenteurs d'animaux doivent normalement posséder ces connaissances, il serait certainement utile que les gens réfléchissent davantage à la question et comprennent qu'il y a un intérêt au dressage de son animal, qu'à travers l'incitation financière, ils pourraient se sentir davantage concernés par le comportement de leur chien et également par l'obéissance. Vielleicht durch diesen finanziellen Anreiz dann doch sich überlegen, einfach sich mehr mit den Gegebenheiten, mit den Kenntnissen über Hunde, mit dem Verhalten ihres Hundes und auch mit dem Gehorsam zu beschäftigen. Des frais de formation de 200 € couverts en totalité par la ville de Karlsruhe. Mais la participation financière suffira-t-elle à inciter les détenteurs de chiens à passer la licence ? La question subsiste.